surtout sur les systèmes linéaires, il y a un côté algorithmique qui prend un peu de temps, donc c'est mieux de le faire comme ça en ligne. C'est bon, donc il est midi 13h ou midi 16, c'est l'heure de Paris. Il est quelle heure? Normalement, il faut c'est 13h. Midi 16, c'est ça. On peut commencer. Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc, bonjour tout le monde. Sahar Mdankoum aussi. Donc, les matrices. Il me semble qu'on avait déjà, on n'a rien dit sur les matrices. Rien. On a terminé les applications linéaires, ok. Mais est-ce qu'on a introduit la notion de matrice ou pas du tout? Oui. Bon, monsieur. Ok, donc, qu'est-ce que c'est les matrices? Les matrices, j'ai dit, il y a deux manières de les aborder. On en a déjà vu, si vous voulez, quand on a calculé le rang d'un système de vecteurs. Il y a le côté pratique pour les ingénieurs, c'est de former des vecteurs en colonne comme ça, ça forme un tableau, on appelle ça une matrice. Mais la manière la plus rigoureuse de l'introduire, c'est la notion de ce qu'on appelle matrice associée à une application linéaire. Donc, après le chapitre des applications linéaires, c'est à partir de là qu'on définit cette notion de matrice. Alors, qu'est-ce que c'est? On commence par la définition. On se donne donc deux espaces vectoriels. Oui. Oh, le fait de partager intégralement. Oui. Alors, comment revenir donc, au fichier là? F. D'accord. Parce que l'application linéaire U va de E dans F. Donc, il va s'écrire sur la base de F. C'est-à-dire, il va s'écrire sur F1, F2, FQ. D'accord. Donc là, pardon, je suis obligé de mettre une notation double indexée parce que si J dépasse 26, donc vous comprenez bien que je ne peux pas numéroter parce que les lettres de l'alphabet, ça contient 26. Donc, pour chaque UJ, il va s'écrire sur U de EJ, pour chaque J, U de EJ s'écrit sur la base F1, F2, etc. sur FQ. Il s'écrit de cette manière. Donc, U de EJ, c'est A1J, F1 plus A2J, F2, etc. jusqu'à AQJ, FQ. D'accord. D'accord. Et donc, ce que je vais appeler AIJ, les AIJ, c'est des scales. Des scales. D'accord. Donc, voilà comment s'écrit EJ dans la base B'. Eh bien, si je fais ceci pour J égale 1, J égale 2, etc., jusqu'à J égale P, donc je vais obtenir P vecteur colonne, n'est-ce pas? Alors, ces P vecteurs colonnes, je vais les classer et je vais, comment dire, les disposer en colonne comme ça. Voilà, par exemple, U de E1. Donc, vous voyez, U de E1, je mets ces composants en colonne comme ceci. Donc, A1, 1, F1, puis A1, 2, F2, etc. jusqu'à AQ1, F1. Ensuite, je prends U de E2 et je les mets en colonne, je l'écris sur la base F1, F2, FQ. Donc, j'obtiens tous ces coefficients, etc. Enfin, U de EP, je calcule U de EP, donc ces composantes, ce sont celles-là dans la base F1, F2, FQ. Donc, je les dispose en colonne. Donc, la formule générale, c'est celle-là. J'écris U de EJ dans la base F1, F2, FQ. Ensuite, je les mets en colonne. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais obtenir P colonne, comme ça, d'accord? Parce que je fais varier J de 1 jusqu'à P. Donc, je vais obtenir P colonne. Et donc, je vais avoir un tableau qui met P colonne et Q ligne. Ce tableau-là, on lui donne un nom, on l'appelle la matrice de l'application linéaire U relativement aux bases B et B'. B, c'est la base de départ, la base de départ, c'est la base de E, celle-là, et B', c'est la base d'arrivée. D'accord? Est-ce que vous m'avez entendu? Allô? Oui, Allô? oui, monsieur.
Vous Oui, m'avez entendu? Très bien. Oui, 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 Donc, monsieur. monsieur. ce tableau-là, on l'appelle la matrice d'application linéaire U relativement aux bases B et B'. Donc, qu'est-ce qu'on vient de définir jusqu'à maintenant? On s'est donné une application linéaire U entre deux espaces vectoriels E et F, et avec les informations qu'on possède sur les exposants, etc., on a obtenu un tableau, hein, qui est comme ça, un tableau formé par coefficients. On peut l'avoir explicitement. On appelle la matrice de l'application linéaire. Donc, on est parti d'une application linéaire et on a défini ce qu'on appelle sa matrice. Voilà. Cette définition, on va essayer de la traduire sur certains exemples. Donc, le premier exemple qu'on va voir, on considère l'application linéaire qui va de R2 dans R3, qui est définie de la manière suivante. Donc, comment dire, un point de R2 à X, Y. Donc, les éléments de R2, les vecteurs de R2, qu'est-ce que c'est? C'est des vecteurs qui sont définis par leurs composantes. Comme R2 est un espace vectoriel de dimension 2, donc chaque vecteur de R2, et il admet deux composantes. Donc, on peut le définir par ces deux composantes. Disons X et Y. Hein. Ce X, Y là, on peut l'appeler grand X, flèche. C'est le vecteur de R2 qui est défini par X, Y, c'est-à-dire X fois E1 plus Y fois E2. Où E1, E2, c'est la base canonique de R2. C'est ce que vous avez appelé en terminale la base I et J. Donc, il va s'écrire XI plus YJ. Mais comme on a vu en cours les bases canoniques d'un espace vectoriel, on les note E1, E2, etc., E1 et EI admettent toutes les composantes qui sont nulles, sauf à la ième place, la composante vaut 1. Par exemple, E1, qu'est-ce que c'est le vecteur E1 de la base canonique de R2? C'est le vecteur 1, 0. Et en terminale, vous avez I. Le vecteur 0, 1. En terminale, vous l'avez appelé J. D'accord? Donc, le vecteur XY de R2, il s'écrit XI plus YJ. Ça, c'est la notation que vous avez vue en terminale. Et nous, maintenant, on lui a changé de nom, on l'appelle E1, E2. Donc, le vecteur XY, soit on l'écrit en composante comme ça, XY, ou bien on écrit XE1 plus YE2. Parce qu'on a vu que E1, E2 est une base, donc tout vecteur s'écrit sur la base, parce que la base est encore une partie génératrice. Elle engendre l'espace vectoriel. Donc, ça veut dire qu'on l'écrit comme ça. Donc, voilà. Donc l'application linéaire U qui va de R2 dans R3, elle est définie de cette manière. Un vecteur XY associe U de XY qui va être un vecteur de R3. Donc, il va admettre trois composantes. Voici la première, la deuxième, la troisième. Les composantes ont été définies comme ça, comme dans les exercices qu'on a vus sur les applications linéaires. Et donc, il est très facile de vérifier que cette application est linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire linéaire? Je rappelle, ça veut dire c'est un homomorphisme d'espace vectoriel. En d'autres termes, ça voudra dire que l'image de la somme, c'est la somme des images, et l'image d'un vecteur par un scalaire, c'est ce scalaire fois l'image de ce vecteur. C'est-à-dire U de lambda fois XY, c'est lambda fois U de XY. Donc, cette application, vous pouvez vérifier très facilement qu'elle est linéaire. Maintenant, on va faire le même procédé qu'on a fait pour la définition, pour pouvoir, donc la question qui se pose, comment chercher la matrice de cette application linéaire? D'accord? Puisque R2 et R3, c'est des espaces vectoriels, U est une application linéaire, on veut voir sur un exemple comment on va calculer la matrice de cette application linéaire. OK? Donc, pour revenir à la définition, on avait dit qu'on calculait U de E1, on la mettait en colonne, U de E2 en colonne, etc., U de EP en colonne. Donc ici, comme on est en dimension 2, donc il suffit de calculer U de E1 et de le mettre en colonne, U de E2 et de le mettre en colonne. Si on calcule U de E1, comment on va le calculer? Évidemment, on va utiliser la formule de l'application linéaire U. D'accord? U de E1, qu'est-ce que c'est que E1? Donc on a dit que c'est le vecteur qui admet pour composante 1 et 0. Donc U de E1, dire U de E1 ou bien dire U de 1 gros, c'est exactement. Est-ce que vous comprenez? Allô, vous m'entendez? Oui, Allô? monsieur. Allô? Monsieur, j'ai pas D'accord. bien Donc, compris. quand oui, quand je parle comme ça, il n'y a pas des choses, parce que vous allez remarquer que je parle et je reparle. Je dis plusieurs fois la même chose de différentes manières d'ailleurs pour que les gens qui n'ont pas compris comprennent.
D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, on n'a encore rien fait. On est en train de traiter un exemple et je suis en train d'expliquer comment calculer la matrice sur cet exemple. Donc, je suis en train de redire plusieurs fois la même chose pour que les gens comprennent. Donc, dans la définition de la matrice, vous voyez ici la matrice d'une application linéaire relativement aux bases de départ et d'arrivée, on a dit qu'il suffisait de calculer les images des vecteurs de base et de les placer en colonne. Ça veut dire quoi? Je calcule U de E1, je mets première colonne. U de E2, deuxième colonne, etc. U de dernière colonne, U de EP, je mets en dernière colonne. Donc voilà un exemple où j'ai deux colonnes. Je suis en dimension 2 et je dois les mettre en colonne et chaque colonne va avoir trois lignes. D'accord? Donc là, je dois calculer U de E1. U de E1, on a dit c'est 1, 0. Donc, dans votre tête, quand vous calculez U de E1, soit vous l'écrivez ou bien vous remplacez dans votre tête, puisque vous savez que E1 c'est 1, 0. Donc, vous remplacez dans cette formule, n'est-ce pas, X par 1 et Y par 0, n'est-ce pas? Alors, si je fais ça, U de E1, ça va être quoi? Ça va être, je remplace X par 1, Y par la première composante, c'est 1. D'accord. Dommage, bon, je vous ai dit, les maths, il faut écrire au tableau, il faut effacer, etc. Et là, c'est pas très difficile. On y reviendra après, je réexpliquerai ça, mais c'est juste de suivre, c'est pas très difficile. Même si vous êtes en train de suivre comme ça le cours, si vous avez un papier, vous appliquez ce que je dis, vous pouvez vous retrouver. Donc, on calcule U de E1, c'est U de 1, 0. Et donc, quand je remplace dans la formule, 1 moins 0, ça donne 1 ici. D'accord? Ici, ça va donner 2 fois 1 plus 0. Donc, ça fait 2. Donc, on a 1, 2. Et ici, 1 et y, c'est 0. Donc, 1 plus 3 fois 0, c'est 1. Donc, si je récapitule, je vais avoir U de E1 qui a pour composante combien? 1, 2 et 1. D'accord? Mais 1, 2 et 1 dans la base d'arrivée de R3, c'est-à-dire F1, F2, F3. Donc, si c'est 1, 2 et 1, donc U de 1 va s'écrire une fois F1 plus deux fois F2 plus une fois F3. C'est-à-dire F1 plus 2F2 plus F3. Cette écriture, on l'a fait comme ça pour comprendre cette définition, pour pouvoir placer les coefficients en colonne. 1. E1, c'est le I que vous avez en terminale de la base canonique, c'est-à-dire 1, 0. Donc, pour calculer U de 1, 0, j'applique cette formule. Donc, U de 1, 0, il n'y a qu'à remplacer X par 1 et Y par 0. Donc, je vais avoir U de 1, 0 qui va être égal à 1, 2 et 1. Parce que si Y, c'est 0. Donc, 1, 2 et 1, ça veut dire F1 plus 2F2 plus F3. OK? Mais monsieur, le Oui, fichier s'affiche c'est plus. Smaël qui parle. C'est Smaël. Oui, c'est moi, c'est moi. Le fichier Oui, il oui. s'affiche plus. Ah, ça s'affiche plus encore. Non. Il y a des Monsieur, quel problèmes. élève va-t-il accepter? Hein? Il y a des gens qui Quel demandent à être élève? il y a des gens qui demandent à être acceptés. Oui. Je les vois pas ici, non? Discuter. Ah, on a deux qui dit, il laisse aller Chia partage l'écran ou pas. Bien sûr que j'essaie de le faire, ça. Donc, ça l'écran, attendez. Donc, oui, oui, alors je vais le réafficher. Donc, attendez. Parce qu'il y a 4 fichiers, il y a le livre ici, donc c'est cours algèbre 2. Donc normalement c'est celui-là, autorisé. Est-ce qu'il s'est affiché maintenant? Oui, monsieur. Oui, C'est bon? monsieur, c'est bon. Oui. Hein? Donc voilà, on a calculé U de E1, on a trouvé F1 plus 2F2 plus F3. C'est bon pour ça? Oui. Oui. 1, 2, 1. C'est ça, 1, 2, 1. Eh bien, si vous avez compris comment on calcule U de E1, eh ben, c'est la même chose pour U de E2. Hein, vous pouvez prendre un papier, un truc, et bon, moi je le fais normalement avec vous comme ça, doucement, doucement. Mais je vous dis, pour bien comprendre, vous prenez un papier, hein, tout à l'heure je vous enverrai le fichier, et vous calculez, vous allez trouver la même chose. D'accord? Et on va en parler en cours.
Alors, donc, U de E2, E2, rappelez-vous ici, c'est pas 0, c'est 0, 1. Donc, pour remplacer dans la formule, qu'est-ce que je fais? Donc, j'entends il y a des gens qui demandent à rentrer ou laisser. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, quelqu'un veut participer. عاود خرج خاوتي. Oui, Oui, c'est parce que quand j'essaie de faire rentrer quelqu'un, il y a des problèmes de connexion. D'accord, donc pour U de E2, j'ai dit E2 c'est 0, 1. Donc je remplace X par 0, Y par 1. Donc si je remplace X par 0, Y par 1, qu'est-ce que je vais obtenir dans la première composante? Visiblement, c'est moins 1. Parce que 0 moins 1, ça fait moins 1. Dans la deuxième composante, qu'est-ce que je vais obtenir? 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1. La troisième composante, qu'est-ce que j'obtiens? 0 plus 3 fois 1, ça fait 3. Donc le résultat, c'est quoi? Moins 1 et 3. Donc, si je l'écris sur la base, ça va faire moins F1 plus F2 plus 3F3. Le voici. Donc, vous voyez que le calcul est très élémentaire. Donc, une fois qu'on a U de E1, U de E2, qu'est-ce qu'on avait dit dans la définition? Eh bien, on les met en colonne. Donc, si je fais le premier vecteur U de E1 en colonne, c'est quoi ces composantes? C'est 1, 2 et 1. Et U de E2, je le mets dans la deuxième colonne, ça va faire moins 1 et 3. Et donc, alors il y a quelqu'un qui veut participer. Accepter. Alors, je reviens au. Allez, j'ai perdu le truc. Voilà, donc voilà. Je reviens dans la matrice que je forme, elle va avoir l'allure suivante. Voilà, d'accord. Donc, la matrice de l'application linéaire U relativement aux bases EI en base de départ et F en base d'arrivée. Allô, vous m'entendez ou pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je m'excuse. Faire, mademoiselle Smaïl. Donc, vous prenez un papier tout à l'heure, vous prenez cet exemple, vous refaites à la main le calcul que je viens de dire et vous allez vous en apercevoir très facilement que c'est ça la matrice qu'on obtient. OK. Donc, deuxième exemple, on va quoi? Allô? Il y a une question? Non, non. Donc, j'ai dit deuxième exemple, on va considérer ce que vous avez fait un peu en terminale, les rotations. Vous avez défini ce qu'on a, bon, pour ceux qui l'ont fait, ceux qui n'ont pas fait, c'est pas grave, je le dis tout de suite, ce qu'on va appeler rotation de centre O et d'angle θ. De centre O et d'angle θ dans un repère orthonormé OIJ. Dans le plan, certains l'ont vu en terminale. En arabe, il y a la dawaran, dawaran, zawiyatuhu θ. Donc, la rotation, c'est une application linéaire. On peut le vérifier très facilement. D'accord? Si vous calculez l'image de la somme de deux points, ça va être la somme des images. Donc, comme fait dans ce dessin. Donc, en terminale, vous avez dû voir que quand vous prenez un vecteur I
I, vous le transformez par un angle θ, vous allez obtenir ce vecteur. Donc, les formules données, c'est U de I, par exemple, si je prends I, ça va être I cosinus θ plus I sinus θ. U de J, si je fais tourner le vecteur J d'un angle θ, donc il va bouger comme ça. Donc, vous avez vu que l'image d'une base orthonormée est une base orthonormée. Donc, ça va être moins I sinus θ plus J cosinus θ. Qui va valoir 1, qui est non nul, et donc cette matrice est de rang 2, elle est inversible. Donc c'est pour cette raison que toute rotation est bijective. Hein, donc si vous aviez fait les matrices en terminale, quand on vous donne une rotation, vous calculez sa matrice, vous voyez que le déterminant est 1, vous dites que l'inverse d'une rotation est une rotation, parce qu'elle est bijective. Donc voilà, deuxième exemple, comment on calcule la matrice d'une rotation pour ceux qui l'ont vu en terminale, sinon on vient d'expliquer comment on calcule la matrice d'une rotation. OK. Est-ce d'accord? Allô? Monsieur, j'ai pas Oui, Monsieur, compris monsieur. bien. Attendez, j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que vous dites? J'ai Oui, pas bien monsieur. compris la rotation. Il y a des gens qui n'ont pas fait la rotation. Oui, monsieur. Oui, je sais. C'est pour ça que je dis c'est pas grave. Même si vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Rotation en arabe, on appelle ça dawaran de centre O, markazuha O, wa zawiyatuha θ. C'est-à-dire on prend un point ici, ici, ou un vecteur, on le tourne avec un angle θ. Cette rotation, c'est une application linéaire. Donc, si vous vérifiez dans la définition, vous voyez que c'est linéaire. C'est très facile à vérifier. Et donc, puisqu'elle est linéaire, elle admet une matrice. Elle admet une matrice, comme on vient de dire dans la définition. Et quand on calcule sa matrice, un calcul très simple nous permet de voir que sa matrice, c'est celle-là. OK? Hein, parce que pour calculer sa matrice, on est... Comment? Allô? Excusez-moi. Monsieur le J'ai pas fichier compris là, comment calculer le déterminant. Là, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a le déterminant? Qu'est-ce J'ai que j'ai pas dit sur compris le... le calcul. Oui, j'ai dit le déterminant, on va en parler après. J'ai dit ceux qui ont vu ça en terminale, ceux qui n'ont pas vu, c'est pas grave. Le déterminant, vous l'appelez le muhaddad. Quand on a une matrice comme ça, par exemple, c'est la cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ, le déterminant d'une matrice, qu'est-ce que c'est? C'est un scalaire. D'ailleurs, si on continue un peu, on peut le voir aujourd'hui. C'est le Excusez-moi, monsieur. produit, c'est le Monsieur. produit, comment? On voit pas le fichier. Encore, attendez alors. Attendez, oui, faut le dire. D'accord. Alors, oui, autoriser. Et là, c'est bon. Normalement, c'est bon, non? Oui, Oui, D'accord. c'est bon, c'est bon. monsieur. Donc, voilà. Eh bien, quand on parle de déterminant d'une matrice, le déterminant, c'est un scalaire. Et c'est une somme de produits de coefficients de la matrice. Donc, on fait les diagonales comme ça, croisées. On fait le produit, par exemple, ici, on fait cos θ fois cos θ, moins l'autre diagonale, moins sinus θ fois sinus θ. Donc, ça va donner plus sinus carré θ. Donc, ça donne cos carré θ plus sinus carré θ, c'est-à-dire 1. Et on va voir que quand un déterminant n'est pas nul, c'est que la matrice est inversible.
Et donc, l'application linéaire sous-jacente est bijective. On va le voir, ça. Il y a un théorème qui le dit. Et donc, en d'autres termes, pour ceux qui l'ont vu en terminale, bon, en terminale, ils ont vu juste dans le plan. C'est dire que l'inverse d'une rotation est une rotation. C'est-à-dire, toute rotation est une transformation ponctuelle bijective. Rotation, en arabe, on appelle هذه تحويلات نقطية. Elle est bijective. تقابل. C'est-à-dire, on peut inverser une rotation parce que le déterminant n'est pas nul. Bon, ceux qui n'ont pas vu en terminale viennent de le voir, c'est pas grave. Moi, ce que je veux vous toucher du doigt, c'est que comment calculer la matrice d'une application linéaire. Il se trouve que les rotations, c'est des applications linéaires. Donc, on peut calculer leur matrice de cette manière-là. On prend les images des vecteurs U de I, je mets en colonne, et U de J, je mets en colonne. D'accord. Et quand on a une matrice, il y a un autre chapitre qui s'appelle les déterminants. On peut calculer les déterminants associés aux matrices. Ok, mademoiselle Smail, c'est bon. C'est vous qui avez posé la question. Est-ce que vous qui avez posé la Oui, question? monsieur, c'est clair. Parfait. Maintenant, donc voilà, et les exemples, il y en a beaucoup. J'ai donné la définition et deux exemples. Vous pouvez vous amuser à chercher donc dans les TD, dans les exercices, vous allez mieux comprendre ça. Et ceux qui travaillent sur les livres et sur Internet, il y a, comment dire, une panoplie d'exemples, d'exercices que vous pouvez voir et comprendre aussi facilement, après ce que je viens de vous expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Donc, je vous ai dit, vous, quand vous êtes des licenciés, donc vous devez avoir un peu de rigueur. On a pris une application linéaire et on a cherché sa matrice. Donc, matrice associée à une application linéaire. Maintenant, on veut faire un peu l'inverse. C'est-à-dire, si on se donne un tableau, une matrice comme ça, hein, ce que font les ingénieurs, ils vont l'appeler matrice, on va voir que on peut, à ce tableau-là, donc on se donne une matrice, à ce tableau, on peut montrer qu'il existe une application linéaire dont la matrice, si on le calcule, on retombe sur ce tableau. D'accord? Donc, je répète, on se donne une matrice, c'est-à-dire un tableau, on se donne un tableau comme ça qui est formé par P colonne et Q ligne. Donc on appelle ça une matrice, un tableau, on peut l'appeler une matrice. Les ingénieurs l'appellent comme ça. Mais nous, on a parlé de matrice associée à une application linéaire. C'est-à-dire pour une matrice, on parle de matrice quand on a une application linéaire. On cherche sa matrice. Là, on fait l'inverse. On se donne un tableau et on peut montrer qu'il y a une application linéaire dont la matrice est précisément ce tableau. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, on se donne une matrice, c'est-à-dire un tableau, et on montre qu'il y a une application linéaire dont la matrice est ce tableau. Hein? Quand on a une application linéaire, on peut calculer sa matrice. On peut montrer l'existence d'une application linéaire, et quand on calcule la matrice de cette application linéaire, on retombe sur le tableau qu'on s'est donné. Voilà comment se présentent les choses. On se donne d'abord un corps commutatif, n'est-ce pas? En général, c'est M ou C. Et on se donne une matrice, comme ça, un tableau où les coefficients sont soit des réels ou des complexes. Donc, c'est des scalaires du corps K. Maintenant, je vais vous dire qu'on peut considérer un espace vectoriel de dimension P. On existe toujours, on a vu en cours que quand on a un espace vectoriel de dimension P, il possède une base. Et puis, pourquoi je peux me donner un espace vectoriel de dimension P? Eh bien, il n'y a qu'à Oui. Oui. Allô? Oui, monsieur. D'accord. Donc, je disais que je considère les éléments suivants, les vecteurs suivants, A11, F1 plus AQ1, FQ. V1 est un élément de F. Pour quelle raison? Parce que F1, F2, FQ est une base de F. Donc, c'est des éléments de F. D'accord? Donc, V1 est un élément de F, est un vecteur de F. Je calcule V2, etc., V3 jusqu'à VP. Donc, VP, c'est A1P, F1, etc., jusqu'à AQP, FQ. Là aussi, c'est un vecteur de F. Mais on a vu en cours sur les espaces vectoriels qu'étant donné
V1, V2, Vp des vecteurs de f, et il existe une unique application U qui transforme la des, c'est-à-dire les EI, en les I. Vous vous rappelez de ce théorème? Et on l'avait même utilisé, il nous a servi à beaucoup de choses. Est-ce que vous vous rappelez de ce théorème? Et vous pouvez le voir, si vous avez oublié, regardez dans vos cahiers, vous trouvez, étant donné des vecteurs de f, v de vp, il existe une unique application linéaire de E dans F, qui transforme les EI en les VI. Hein, c'est-à-dire tel que U de E1 égale V1, etc., U de EP égale VP. Ça, c'est un théorème qu'on avait établi. Eh bien, dans ce cas-là, le tableau qu'on s'est donné tout à l'heure, A, c'est la matrice de l'application linéaire relativement au cas espace vectoriel E et F munis de leurs bases respectives B et B'. C'est-à-dire, c'est la matrice U dans les bases B et B'. Donc, on a fait tout pour que ça marche comme ça. D'accord? Donc, finalement, on a fait l'inverse. On s'est donné un tableau comme ça, une matrice A, et on vient de prouver qu'on peut construire une application linéaire U dans la matrice. Si on cherche sa matrice, on retombe sur le tableau qu'on s'est donné au départ. D'accord? Donc, finalement, on peut avoir une application linéaire et chercher sa matrice. Et on peut faire l'inverse, se donner une matrice et on peut trouver l'application linéaire d'où elle vient. OK? Est-ce que c'est bon? Allô? J'espère que je ne parle pas tout seul. Vous m'entendez? Oui, c'est Oui, bon, c'est bon. Parfait. Donc ça, c'est pas enfin, c'est un peu théorique, je veux dire, c'est pour vous convaincre, c'est tout. C'est pas très difficile, mais c'est un peu théorique parce que là, c'est pour dire la procédure. Je vous ai dit, on parle de matrice à associer une application linéaire. Et pour les ingénieurs, même si on se donne une matrice, on peut retomber sur nos pieds et trouver la matrice, l'application linéaire d'où elle provient. Et donc, la chose importante qu'on peut remarquer, c'est que toutes les matrices qu'on peut fabriquer comme ça dans la pratique, on peut les mettre dans un sac. Dans un sac, c'est-à-dire, j'entends par ça, former l'ensemble des matrices. Toutes les matrices AP, ligne et Q colonne, on les met dans un paquet. On appelle ça ensemble des matrices AP colonne. Donc là, bon, bah, je changerai. Normalement, on devrait dire P ligne, Q colonne. Mais ici, je les mets comme ça, c'est pas AP colonne et Q ligne. D'accord? Normalement, j'aurais dû dire MQP. Mais bon, certains ouvrages, en général, le premier indice, c'est celui de la ligne, le deuxième, c'est la colonne. Mais si je l'explicite comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, on les met dans un paquet, on l'appelle MPQ de K, c'est-à-dire l'ensemble matrice à P, colonne et Q ligne. Alors, là aussi, un petit résultat théorique, mais je vais essayer de schématiser, l'expliquer très rapidement. C'est pas trop de vous casser la tête, mais vous pouvez trouver ça dans les livres, Internet, etc. C'est facile à comprendre. Je vous explique. En fait, l'ensemble des matrices à P colonne Q ligne et l'ensemble des applications linéaires de K puissance Q dans K puissance P. On veut calculer une application linéaire entre eux et voir en fait c'est un isomorphisme. Donc j'ai dit que MPQ de K, c'est-à-dire l'ensemble des matrices, à coefficient de K, il admet deux structures algébriques. D'abord, c'est un espace vectoriel. Hein, vous pouvez le vérifier, hein, ça existe dans les livres, dans Internet, pour travailler. Donc, moi, je vous donne les grandes lignes. En un cours, ça fait 5-6 pages pour mais je vous donne l'idée. Hein, donc, celui qui veut le vérifier, on peut le vérifier facilement. Donc, c'est un espace vectoriel. Pourquoi? C'est-à-dire que si je prends la somme de matrices, je fais leur somme, ça va être aussi une matrice. Et si je prends une matrice et je la multiplie par un scalaire, c'est-à-dire je multiplie tous ces coefficients par le même scalaire, on obtient une matrice. Donc ça traduit le fait que c'est un espace vectoriel. OK? D'un autre côté, il possède une deuxième structure algébrique qui est une structure ceci, on appelle
L'ensemble des matrices, c'est une Monsieur, algèbre. on entend. Hein? Il n'y a pas de connexion. Ah oui, monsieur, بس معنا والو. Vous n'entendez rien, monsieur. Ah, Et maintenant, vous entendez? Oui. Oui, Des perturbations. Voilà, la connexion a disparu. Oui, attendez. Attendez, c'est normalement. Comment on peut ça faire? Et le fichier, il a disparu. Ah. Non, Non, le fichier. Non. Là, c'est marqué, vous avez perdu la connexion, tentative de reconnexion. Vous m'entendez au moins? oui, Oui. Eh, ça va se couper. Alors là, c'est marqué tentative de reconnexion. Attendez. Donc le fichier, il apparaît. oui, Oui. Alors, je continue. Une algèbre commutative. Et l'ensemble des applications linéaires d'un espace vectoriel dans un autre aussi, c'est un espace vectoriel. Donc, il est légitime de définir une application entre les deux. Et en fait, cette application va être linéaire, injective et surjective. C'est-à-dire qu'on va fabriquer un isomorphe. De telle manière, et bien de la suivante. Vous avez une matrice A, d'accord? Vous m'entendez? Allô? Oui, monsieur. oui, Donc, oui, je définis l'image de la matrice, donc l'application linéaire entre ces deux espaces vectoriels. D'accord, donc juste deux secondes, ne quittez pas. Je vais donner une application linéaire phi qui transforme une matrice A en une application linéaire U qui va de K puissance Q dans K puissance P, définie de cette manière. U de EI égale la somme des AIJ FJ. Alors, d'où proviennent les AIJ? Eh bien, c'est la matrice qui est formée par les AIJ, c'est clair. Et les FJ, c'est la base de. Donc, c'est l'application linéaire du départ. Quand c'est donné le tableau tout à l'heure, ce tableau, une matrice A, donc c'est des AIJ. Et puis, les FI, c'est la base de K puissance Q, d'accord? C'est ça, c'est la base de F de K puissance Q. Et puis, EI, c'est la base de K puissance P. Donc, on a vu que, étant donné un tableau, on peut trouver une application linéaire, d'accord, qui transforme dans la matrice, c'est ce tableau. Donc, c'est comme ça qu'on définit notre application phi ici. Donc, phi de la matrice AI. Et c'est une application linéaire qui est définie comme ça. D'accord? Eh bien, ça, je vous laisse le soin de vérifier que c'est une application linéaire. Hein, c'est-à-dire un homomorphisme d'espace vectoriel, puisque ça, l'ensemble des matrices et l'ensemble des applications linéaires sont des espaces vectoriels. Donc, ça est un homomorphisme d'espace vectoriel. En d'autres termes, c'est une application linéaire. En d'autres termes encore, ça veut dire que si vous avez phi de A plus B, ça va être phi de A plus phi de B. Où A et B sont des matrices. C'est long, je ne vais pas le faire, mais c'est très facile. Vous pouvez le vérifier. Donc, c'est une application linéaire. Vous pouvez vérifier que c'est injectif et surjectif. Donc, c'est bijectif. Vous pouvez vérifier ça, ou bien, comme je viens de le faire ici, c'est plus rapide, vous pouvez considérer une autre application psi qui va de l'ensemble des applications linéaires dans l'ensemble des matrices, qui va être définie de la manière suivante. À une application linéaire entre K puissance Q et K puissance P, je vais tout simplement associer sa matrice. Parce que, étant donné une application linéaire, on a vu dans la définition qu'on peut chercher sa matrice. Donc, je vais définir psi comme étant l'image d'une application linéaire. C'est simplement de cette application linéaire U dans les bases données ici que je me suis donné. F1 EP et F1 FQ. Et on vérifie très facilement que psi, c'est l'inverse de phi. Ou bien que phi est l'inverse de psi. C'est-à-dire que phi, c'est psi moins 1. Alors, si on a des données comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que phi rend psi ou bien psi rend phi, c'est l'identité. Alors, si on a phi rend psi égale psi rend phi et c'est l'identité, ça veut dire qu'on a un isomorphisme. C'est-à-dire que phi et psi sont bijectives
puisqu'ils vont être réciproques l'une de l'autre. Quand on a phi rond psi égale l'identité, ça veut dire que phi c'est psi moins 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Allô? Oui, monsieur. Je sais pas. D'accord. Donc, voilà. Donc, si psi c'est phi moins 1 ou bien phi c'est psi moins 1, ça veut dire que phi et psi sont toutes les deux bijectives. Comme je viens de vous dire que c'est très facile de vérifier que c'est un homomorphisme, donc on obtient que phi est un isomorphisme. D'accord? Donc, tout ça, je l'ai dit un peu vite, mais c'est très simple. Vous pouvez, au crayon, le vérifier et ça existe dans tous les livres. Mais l'idée, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de retenir toutes les démonstrations, mais dans votre tête, il faut retenir ce schéma, ce que je viens d'expliquer. Alors, la conclusion, c'est quoi la moralité de cette histoire? Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, puisqu'il y a un isomorphisme entre l'ensemble des matrices et l'ensemble des applications linéaires, c'est qu'en définitive, se donner une matrice ou bien se donner une application linéaire, c'est exactement du pareil au même. C'est exactement la même chose, puisqu'il y a un isomorphisme. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, dire matrice ou application linéaire, c'est pareil. OK? D'accord? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Donc, une fois que vous avez tout ça en tête, donc vous savez d'où proviennent les matrices, qu'est-ce que c'est que les matrices, ça vient d'une application linéaire, comment on calcule la matrice d'une application linéaire, donc c'est bon. Donc déjà, vous êtes savant, vous connaissez des choses. Donc le reste, les calculs, ça vient après. Maintenant, on va faire quelques calculs. Comme je vous ai dit, il y a une structure algébrique pour l'ensemble des matrices. Ça veut dire qu'il y a au moins une structure de groupe. Ça veut dire qu'on peut... La loi est interne, ça veut dire que je peux sommer de matrices. Je peux, puisque c'est un anneau, je peux faire le produit de matrices. Donc, je vais donner ces affaires-là. Donc, qu'est-ce que ça va être la somme de deux matrices, par exemple? Donc, étant donné une matrice comme ça, aculine P colonne, donc là, j'ai inversé, j'ai mis P colonne. Monsieur Allô, PDF. il est parti. Oui. Attendez. Je vais essayer de le rendre. Ça veut dire s'il part, c'est que ça va déconnecter. Mais allez, à chaque fois que ça déconnecte, on reconnecte. On a bientôt terminé de toute façon. Alors, c'est où? C'était ça, je crois. Est-ce qu'il est revenu? Pas encore. Oui. C'est bon? C'est bon, oui. D'accord. Donc, je vais parler de la somme de deux matrices, puisqu'on a dit qu'il y a une structure algébrique. Qu'est-ce que ça va pouvoir signifier A plus B, où A et B sont deux matrices? C'est quoi la somme de deux matrices? Eh bien, comme on vient de voir dans l'isomorphisme qu'une matrice A provient par l'application phi au psi donc on a toujours phi de A, c'est une application linéaire, c'est-à-dire que A, c'est psi de U. On vient de le voir donc dans l'isomorphisme précédent. Donc je vais dire que A, je peux toujours l'écrire comme psi de U, et B, je peux l'écrire comme psi de V, où U et V sont deux applications linéaires. Donc, si je veux calculer la somme de deux matrices, eh bien, par définition, je vais poser que c'est psi de U plus V. Parce que psi est linéaire, psi de U plus V, ça va être psi de U plus psi de V. C'est-à-dire ici, A plus C. Donc, poser A plus B comme étant psi de U plus V. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce que c'est que la somme de deux matrices? Eh bien, je dirais que la somme de deux matrices AIJ et BIJ, ça va être la matrice qui admet pour coefficient la somme de tous les coefficients. D'accord? De tous les coefficients. D'accord? Hein, par exemple, le coefficient de la première ligne de la première colonne, je fais la somme comme ça. Bien, donc ça, c'est la somme de deux matrices. Maintenant, puisque j'ai dit c'est un espace vectoriel, je peux définir qu'est-ce que c'est que la multiplication d'une matrice par un scalaire. Bien, là aussi, je vais poser la définition que psi de lambda A, c'est lambda fois psi de A. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique que je viens de dire, cette définition? Ça veut dire que, étant donné une matrice AIJ, si je la multiplie par un scalaire lambda, et bien si par définition, ça voudra dire que je dois multiplier tous ces coefficients par un scalaire lambda. OK. Est-ce que c'est d'accord? Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien, donc, si vous réfléchissez un peu, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On vient de mettre en exergue la structure d'espace vectoriel de l'ensemble des matrices. Parce qu'on a pu former la somme de deux matrices, donc ça veut dire
qu'on a une structure de groupe additif, bon, ça coûte pas cher, j'ai pas été au bout, mais vous pouvez aller plus loin. Si je définis la somme de deux matrices, vous pouvez définir la différence ou bien définir l'élément neutre. L'élément neutre, ça va être la matrice qui admet des zéros partout. Et donc, vous allez définir le symétrique d'une matrice par rapport à l'addition. Ça va être la matrice qui a les opposés des coefficients. Donc, ça donne une structure de groupe additif. Et quand je détermine comme ça une multiplication par un scalaire, c'est-à-dire que j'ai une opération externe de K croît l'ensemble des matrices dans l'ensemble des matrices. Et donc, qu'est-ce que je viens de définir comme ça? Je viens de définir une structure d'espace vectoriel. D'espace vectoriel. Est-ce que vous êtes d'accord? Allô? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Maintenant, je vais pousser les choses un peu plus loin. Je vais encore fabriquer une structure d'anneau. Pour parler de structure d'anneau, ça veut dire que c'est comme si j'ai le droit de multiplier deux matrices. Rappelez-vous une chose qu'on n'avait pas dans les espaces vectoriels. J'avais dit qu'il était interdit de faire le produit de deux vecteurs ni le quotient de deux vecteurs. Donc, on n'avait pas une structure d'anneau ou de corps. Il était interdit de multiplier les vecteurs entre eux. Mais pour les matrices, on pourra le faire. Il y a un algorithme qu'on va expliquer. Donc, qu'est-ce que c'est que ce produit matriciel ou le produit de deux matrices? Eh bien, ça va être la chose suivante. Comme on a vu dans le début du chapitre que chaque matrice provenait d'une application linéaire, donc il suffit de se donner deux applications linéaires U et V entre trois espaces vectoriels, c'est-à-dire la première entre les espaces vectoriels E et F, je l'appelle U, et la deuxième application linéaire, c'est entre les espaces vectoriels F et G. Donc en définitive, j'ai trois espaces vectoriels E, F et G, chacun muni respectivement de sa base canonique. Celle de E, c'est la base EI, celle de F, c'est la base FI, et celle de G, c'est la base GI. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ce diagramme? Évidemment, je peux composer les deux applications linéaires. Donc, je vais pouvoir parler de V rang U. D'accord? Donc, la première application linéaire U, d'après la définition, elle va pouvoir posséder une matrice que je vais appeler A. Donc, A, c'est la matrice de U, de l'application linéaire U, relativement aux bases EI et FJ. Et puis B, ça va être la matrice de l'application linéaire V, relativement aux bases FJ et GK. D'accord? Donc, j'ai deux matrices. Maintenant, je veux fabriquer une autre matrice que je vais appeler C. Qu'est-ce que c'est que cette matrice? Eh bien, ça va être la matrice de l'application linéaire V rang U relativement aux bases EI et GK. J'ai le droit de chercher cette matrice. Pour quelle raison? Parce qu'on a vu que la composée de deux applications linéaires est encore linéaire. Donc, V rang U va posséder une matrice. Cette matrice, on va l'appeler C. Donc, vous voyez la puissance de la théorie quand je dis que la matrice, il ne faut pas les voir comme les ingénieurs, ça provient d'applications linéaires, parce que ça va me permettre de fabriquer l'algorithme que vont utiliser les ingénieurs pour calculer le produit matriciel. Nous, on fait un détour, on revient aux applications linéaires, chercher la matrice de la composée, on dira par définition que ça, cette matrice C, c'est ça qui va être la matrice B fois A. Donc, vous allez voir pourquoi. Donc là, on va faire des petits calculs élémentaires qu'on a vus dans les espaces vectoriels. Alors, pour calculer la matrice C de l'application linéaire V en U, maintenant vous savez tous que, comme je l'ai dit au départ, qu'il suffit de calculer quoi? De calculer V en U de EI, de chaque élément de la base, de EJ, et de les mettre en colonne. C'est ce qu'on avait dit. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Allô? Allô? Oui, oui, oui. Oui, Pour oui, calculer la matrice C, les coefficients de la matrice C, je dois calculer V rang U de E1, V rang U de E2, V rang U de E3, etc., jusqu'à V rang U de EP. Ensuite, tous ces vecteurs-là, je vais les placer en colonne, je vais obtenir un tableau, et c'est ça qui va être la matrice C. Donc, on le fait, allons-y. Donc, on calcule V rang U de EJ. Donc, normalement de E1, E2, mais on le fait de manière générale où J est quelconque. Pour calculer V en U de EJ, donc c'est la composée de deux applications, donc je vais dire que c'est V de U de EJ. D'accord? Mais U de EJ, regardez dans ce diagramme-là, U de EJ, c'est un élément qui est dans
Monsieur. On n'entend rien, monsieur. Et, Oui. et Oui. fichier est revenu. Oui, Le le fichier est revenu ou pas? il est revenu. Oui. Il est revenu. Bien, donc j'étais ici, donc j'ai dit je calcule V de U de EJ. U de EJ, donc elle s'écrit comme ça, une somme sur K des AKJ FK. Pourquoi? Parce que les FK engendrent U de EJ, c'est une base. Et comme V est linéaire, on a dit V de la somme. Hein, V de la somme, c'est la somme des V. D'accord? Donc l'image d'une somme, c'est la somme des images. Donc V de cette somme, ça va être la somme des AKJ V de FK. Est-ce que vous êtes d'accord? Allô? Oui. Allô? Oui, Bien. Ensuite, V de FK, qu'est-ce que c'est? Regardez, maintenant, on revient à V de FK. Les FK, le FK est un élément de l'espace vectoriel F. Donc, son image par V, ça va être un élément de G. Et G est un espace vectoriel muni de la base GK. Donc, V de FK va s'écrire sur la base G de GR. Est-ce que vous êtes d'accord? Allô? Oui, monsieur, on est d'accord. Bien. Donc, V de FK, maintenant, V de FK, regardez en bas, il va s'écrire comme ça. Ce V de FK, je le réécris ici, donc c'est la somme des AKJ. Au lieu d'écrire V de FK, donc V de FK va s'écrire sur la base de G, qui était les GI. Donc c'est une somme de I égale 1 à R de BIK GI. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? On a une double somme. Une double somme. Et donc, comme c'est des sommes, c'est valable d'ailleurs même pour les séries, on dit que toute série qui est absolument convergente est commutativement convergente. J'en avais parlé dans le S1. Là, on peut intervertir les deux signes. Pourquoi? Déjà, donc, je peux faire rentrer le AKJ à l'intérieur. Donc, je vais avoir une somme de K égale 1 à Q, de la somme de I égale 1 à R, des AIK, des AIK, AKJ, GI. D'accord? Alors, ici, ce produit-là, en réalité, euh, c'est une double somme. Ici, c'est une double somme. Imaginez que vous avez vous sommez des paquets 3 fois des paquets de 2. C'est comme si vous sommez 2 fois 2 paquets de 3. Hein, vous pouvez le voir très facilement. Hein. Donc, quand je dis une somme sur K de la somme sur I, je peux intervertir les sommes. Je peux dire que c'est une somme sur I de la somme sur K. On dit que la double somme est commutative. Donc, si j'intervertis comme ça les sommes, eh bien, c'est juste un calcul. Donc, ça va donner la somme de I égale 1 à R de la somme de BIK à KJ fois GI. Donc là, je suis sur la base de G. Eh bien, par définition, cette somme-là, c'est ce que je vais appeler l'élément de la IM ligne et de la JM colonne de la matrice B fois A. Donc, on a ainsi fourni un algorithme. On a donné un algorithme comment calculer le produit de la matrice B fois la matrice A. Hein, je vais le dire en cours après plus en détail. En fait, pour faire le produit de la matrice B fois la matrice A, donc ça va être une matrice C, d'accord, qui est matrice C, qui est formée par des éléments que je vais appeler CIJ. C'est-à-dire CIJ, c'est l'élément de la IM ligne et de la JM colonne. Donc, pour trouver la matrice C, il faut trouver l'élément de la IM ligne et de la JM colonne pour chaque ligne I et chaque ligne J. Eh bien, cet élément CIJ, ça va être le produit scalaire de la IM ligne de la matrice B par la JM colonne de la matrice A. Si on fait ce produit, entre guillemets, scalaire, ça veut dire que c'est une somme. Donc, CIJ va être la somme des BIK AKJ. C'est ça. Quand j'écris somme des BIK AKJ pour I allant de 1 à R, ça veut dire que j'ai fait le produit scalaire de la JM ligne de la matrice B par la IM colonne, plutôt la IM ligne de la matrice B par la JM colonne de la matrice A. Voilà, donc l'algorithme, c'est celui-là. On a donné la formule, on le reverra et on le verra sur un exemple. Donc ça, la somme des BIK AKJ,
c'est l'élément de la ligne colonne de la matrice B fois A. Donc ça, c'est la démonstration comment on peut faire le produit de deux matrices. Donc là, on vient de prouver encore une fois que l'ensemble des matrices possède une structure d'anneau. C'est-à-dire il avait une structure d'espace vectoriel et maintenant il a une structure d'anneau. Quand on a ces deux structures algébriques, on dit que l'ensemble des matrices est une algèbre non commutative, parce qu'on va vérifier que le produit matriciel n'est pas commutatif. C'est-à-dire, quand vous faites A fois B, ce n'est pas la même chose que B fois A. 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. Mais pour les matrices, ce n'est pas vrai, ce n'est pas commutatif. D'ailleurs, si vous réfléchissez un peu, puisqu'on a dit que l'ensemble des matrices, c'était l'ensemble des est isomorphe à l'ensemble des applications linéaires, on a vu dans le S1 que quand on compose deux applications F rangées, c'est la même chose que G rang F. Vous vous rappelez de ça? Allô? Oui, Donc, oui, si F rang G ou si U rang B n'est pas la même chose que V rang U, eh bien, A fois B, ça ne va pas être la même chose que B fois A. Pourquoi? Parce qu'on a défini, on a défini B fois A, qui est la matrice C, en psi de V rang U. V rang U n'a rien à voir avec U rang V, donc là aussi, B fois A n'a rien à voir avec A fois B. Donc, l'ensemble des matrices, c'est une algèbre non commutative, c'est-à-dire c'est un espace vectoriel, c'est un groupe additif, mais le produit matriciel n'est pas commutatif. OK? Donc, voilà l'algorithme qui donne le produit matriciel. Maintenant, on va vérifier ça sur un exemple pour que vous voyez. Pour ne pas se tromper là, j'ai donné un exemple très simple de ligne de colonne, mais pour vous, à la suite de ce cours, vous pouvez vous amuser à fabriquer. Il faudra pouvoir faire le produit, hein, attention, c'est-à-dire dans certains cas, ce n'est pas possible. Pour pouvoir le faire, il faudra que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice, pour pouvoir faire le produit. Donc, après ce cours, vous pouvez, vous verrez dans la série d'exercices que j'enverrai, vous pouvez voir sur Internet les sites d'exercices d'autres universités. Il y a plein d'exercices pour le calcul matriciel. Vous faites le produit, vous vous salissez les mains, comme ça, vous allez pouvoir calculer sans vous tromper. Là, je donne un petit exemple, comment on trouve le produit de matrice. Bon, là, c'est très simple. Je veux faire le produit de la matrice 1, 3, 2, 4 par la matrice 0, 2, 1, 1. Alors, d'après cet algorithme qu'on vient de définir, donc je dois l'élément de la première ligne et de la première colonne de la matrice produit, c'est-à-dire C, c'est ça ma matrice C, c'est celle-là. Donc, l'élément C11, c'est-à-dire première ligne, première colonne, comment je vais l'obtenir? C'est cette ligne fois cette colonne, c'est-à-dire première ligne fois première colonne. Donc, je fais le produit scalaire, c'est-à-dire quoi? Je multiplie ce coefficient par celui-là, ensuite celui-là par celui-là, et je fais la somme. Voilà l'algorithme. Il a dit c'est la somme des BIK à KJ. Donc, je vais dire 1 fois 0 plus 3 fois 1. Alors, ça donne combien? 1 fois 0, c'est 0. 3 fois 1, c'est 3. 0 plus 3, c'est 3. Est-ce que c'est d'accord? Allô? Oui, c'est Bon, clair. c'est bon, mademoiselle May. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. Donc, ça, c'est l'élément de la première ligne et première colonne. Maintenant, je fais deuxième ligne, première colonne. Donc, je dois multiplier la ligne 2, 4 par la colonne 0, 1 pour obtenir l'élément de la deuxième ligne et première colonne de la matrice produit. Donc, comment je vais l'obtenir? Je vais dire 2 fois 0 plus 4 fois 1. 2 fois 0, c'est 0. 4 fois 1, c'est 4. 0 plus 4, ça donne 4. Bien, maintenant, je vais obtenir l'élément de la première ligne et de la deuxième colonne de la matrice produit. Comment je vais l'obtenir? C'est le produit scalaire de la première ligne avec la deuxième colonne. Donc, je vais dire 1 fois 2 plus 3 fois 1. 1 fois 2, ça fait 2. 3 fois 1, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. Est-ce qu'on est d'accord? Allô? Allô, allô? Oui. Bien. oui, monsieur. Maintenant, Oui, on fait le dernier élément, c'est-à-dire celui de la deuxième ligne et de la deuxième colonne de la matrice produit. Comment je vais l'obtenir? C'est la deuxième ligne de la matrice A fois la deuxième colonne de la matrice B. C'est-à-dire, je vais dire 2 fois 2 plus 4 fois 1. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 1, c'est 4.
4 plus 4, ça fait 8. Et donc, voilà le produit de la matrice 1, 3, 2, 4 fois 0, 2, 1, 1. Ça donne la matrice 3, 5, 4, 8. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est clair? Oui, 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 monsieur. Bien, maintenant, on a fait 2, mais en 1 heure et demie, on n'a pas le temps de faire. Donc, vous entraînez à faire des trucs plus compliqués, pourvu que le produit soit possible. C'est-à-dire le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. L'algorithme, c'est celui. Bien, Monsieur, donc s'ils on ne a sont pas égaux, dit, qu'est-ce que c'est? s'ils ne sont pas Sinon, on ne égaux, peut qu'est-ce pas le qu'on fait? faire. On ne peut pas le faire. On va voir en TD. Le produit matriciel n'est défini que lorsque le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. C'est ça l'algorithme, parce qu'il provient de la composée. Sinon, je ne pourrais pas faire Véron U. D'accord? Pour pouvoir faire Véron U, il faudrait que le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la deuxième. S'il n'y a pas égalité, ben le produit n'existe pas, tout simplement. D'accord? Allô? Oui, d'accord. OK. Voilà. Maintenant, un certain nombre de propriétés. Donc, la première propriété, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le produit matriciel n'est jamais commutatif. C'est-à-dire, quand je multiplie une matrice A fois B, je ne suis pas obligé de trouver la matrice B fois A. Dans certains cas, ça peut marcher, mais en général, non. Est-ce que c'est clair? Produit matriciel is not. oui, oui, Maintenant, c'est distributif. C'est-à-dire que si je multiplie une matrice par la somme de deux matrices, eh bien, j'obtiens cette matrice-là. C'est-à-dire A fois B1 plus B2, c'est A fois B1 plus A fois B2. Comme la distributivité aussi que vous connaissez. Et le produit matriciel il est associatif. Ce n'est pas commutatif, mais c'est associatif. C'est-à-dire que si je fais A fois B fois D, c'est la même chose que A fois B fois D. D'accord? D'accord? Oui, Eh bien, ces trois propriétés, si vous remarquez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui confère à l'ensemble des matrices la structure d'anneau. Si vous vous rappelez, l'anneau, c'était quoi? C'était ces choses-là, avec l'opération, etc. Mais puisqu'on n'a pas la commutativité, donc c'est un anneau non commutatif. Et c'est ça que je dis que comme c'est un espace vectoriel, on dit que c'est une algèbre non commutative. Voilà. Maintenant, donc ça, j'ai parlé de matrices de manière générale. Dans la pratique, surtout pour calculer des déterminants, etc., il peut arriver que les matrices ont la spécificité suivante, c'est-à-dire le nombre de leurs lignes est égal au nombre de leurs colonnes. Dans ce cas-là, ces matrices sont dites carrées. Donc, il y a des propriétés relatives aux matrices carrées. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice carrée? Par définition, une matrice est dite carrée si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Et dans ce cas-là, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans un corps, on le note tout simplement Mn de k. Au lieu de dire Mn croix n de k, on note Mn de k, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n, c'est-à-dire de taille n, dont les coefficients sont dans le corps k. Alors, le premier théorème qu'on vient d'établir, et je viens de dire, c'est que l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficient k, c'est un anneau. Et c'est aussi un espace vectoriel. On l'a dit, on appelle ça une K-algèbre. C'est une algèbre sur le corps K. Le deuxième théorème, c'est que cet anneau n'est pas commutatif. On l'a dit. Et il n'est pas intègre. Il n'est pas intègre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut avoir un produit de deux matrices qui soit nul sans qu'aucune des matrices ne soit nulle. Vous vous rappelez, on a vu les anneaux d'intégrité. Donc, c'est un anneau qui n'est pas commutatif et qui n'est pas intègre. Bien. Alors, si je regarde la matrice suivante, la matrice de taille n, qui a des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. C'est une matrice, c'est une matrice carrée. Cette matrice, c'est l'élément neutre pour l'anneau des matrices pour la multiplication. C'est l'élément unité. On appelle la matrice diagonale unitaire. On peut vérifier facilement que c'est l'élément neutre.
Essayez de le faire sur un papier, même par récurrence, pour une matrice de 2. Par exemple, vous prenez ABCD et vous prenez 1, 0, 0, 1. Si vous multipliez le produit avec l'algorithme que j'ai donné tout à l'heure, vous allez voir que A, la matrice A qui est de taille 2 fois I2, c'est A. Et vous allez voir aussi que I2 fois A, c'est A. Donc IN, c'est l'élément neutre. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Allô? Oui, monsieur. Allô? Oui, Bien. monsieur. Comme c'est un anneau, quand vous répondez, vous éteignez le micro parce que ça fait des interférences. Comme c'est un anneau, on peut parler d'éléments inversibles. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez repartager le fichier? Ah, il a disparu. Ah, d'accord. Attendez, donc, attendez, où est-ce qu'il est déjà? Est-ce qu'il est revenu? Allô? C'est bon? Il vient juste de partir, Yakhil. Oui, oui. Attends, alors, Très il bien. est revenu. Donc, j'ai dit, comme on a une structure d'anneau, on parle d'inverse pour la multiplication. Donc, qu'est-ce que ça va être une matrice inversible? Eh bien, une matrice inversible, comme on a vu dans le SA. Donc, on prend une matrice carrée. Attention, on parle d'inverse uniquement pour les matrices carrées, d'accord? Une matrice carrée, c'est-à-dire une matrice dont le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc, on prend une matrice carrée dont le coefficient donc K, qu'on appelle A. Quand est-ce qu'on dira que A est inversible? Eh bien, dans le cas où on peut trouver une matrice B carrée d'ordre n, aussi à coefficient dans K, vérifiant A fois B égale B fois A égale l'élément neutre, c'est-à-dire la matrice identité. On appelle ça la matrice diagonale unitaire, l'élément neutre de MNK. On l'appelle aussi la matrice identité. Donc A fois B égale B fois A égale l'identité. Quand on a ça, cette relation-là, puisque ce n'est pas commutatif, on dit que la matrice A est inversible et la matrice B en question, on l'appelle l'inverse et on la note A-1. Donc A-1, c'est la matrice inverse de A. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Allô? Une seconde. L'application linéaire associée à la matrice B. D'accord? La matrice B, c'est-à-dire celle que je vais. Donc, il y a deux sens à établir. Je suppose que A est inversible. Si elle est inversible, donc d'après la définition, elle admet une matrice B qui vérifie A fois B égale B fois A égale l'identité. Je vais appeler V la matrice de l'application linéaire associée à B. Je vais l'appeler B. Alors, c'est quoi l'application linéaire associée à l'identité, à la matrice identité? C'est l'identité, tout simplement. L'application linéaire identité, c'est-à-dire ID de K plus N, qui est définie par ID de X égale X, c'est celle-là, la matrice de cette application linéaire identité, c'est la matrice identité, c'est-à-dire celle qui a des 1 sur la diagonale et des 0 partout. Puisque puisque l'identité de pardon, puisque comment dire, A est inversible, donc on a A fois B égale B fois A égale IN. Bon, si je traduis cette écriture en termes d'isomorphisme de tout à l'heure, la matrice de l'application linéaire de A, c'est psi de U, c'est-à-dire ça revient à dire que c'est quoi A fois B? A fois B, c'est la matrice de U en V. Donc, si je traduis en application linéaire, ça voudra dire que U en V, l'application linéaire associée à B fois A, c'est V en U. Et puis, donc, c'est égal à l'identité de K puissance N. Donc, si j'ai une équation comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U est bijective. Parce que V, ça va être l'inverse de U. J'ai U en V égale V en U égale l'identité. Donc, U est bijective. Voilà. C'est clair? Donc, une matrice est inversible si exponentielle. Le fichier n'est Comment? plus visible. Ah, le fichier n'est plus visible.
Attendez. Alors, visible. Oui, Allô? Oui. C'est bon? oui, Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une matrice est inversible si et seulement si l'application linéaire associée à cette matrice est bijective. Hein, ça vient de cette écriture-là, U rond V égale V rond U égale identité. Bien, une deuxième proposition, c'est que une matrice est inversible si et seulement si ses vecteurs colonnes sont linéairement indépendants. D'accord? Donc une matrice A, je peux écrire de la manière AJ. La première colonne, je l'appelle X1, la deuxième X2, etc. La dernière colonne, je l'appelle Xn. Donc, c'est une matrice carrée de taille n, la coefficient donc K. Et les grands Xi, c'est les vecteurs colonnes de la matrice A. Dire que A est inversible, ça revient à dire que ces vecteurs colonnes sont linéairement indépendants. Là aussi, la preuve est immédiate. Il suffit de considérer l'application linéaire de K puissance n dans K puissance n. D'accord? Comment dire, cette application linéaire, U, c'est l'application linéaire associée à la matrice A. D'accord? Je considère l'application linéaire associée à la matrice A que j'appelle U. D'après la excusez-moi, hein, 2 secondes, je vais ouvrir le. Bon. Allô? Allô? oui, Vous m'entendez? C'est bon? Oui, maintenant, on vous entend. Voilà. Donc, dit que après la première proposition, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu qu'une application, une matrice est inversible si et seulement si l'application linéaire associée est bijective. Donc, dans notre cas ici, l'application linéaire associée à la matrice A, c'est U. Comme A est inversible, donc d'après la proposition précédente, cette application linéaire est bijective. D'accord? Mais on a vu dans le cours sur les applications linéaires, si une application linéaire est bijective, il y avait équivalence qu'elle transforme une base en une base. Vous vous rappelez? Et les deux rangs n, etc. Il y avait un théorème dire qu'une application linéaire est un isomorphisme si et seulement si l'image d'une base est une base. Comme je sais que E1, En est une base de E, donc son image, c'est aussi une base. C'est aussi une base. Et donc, puisque son image est une base, son image est une base, c'est terminé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que les vecteurs colonnes dans la définition de la matrice associée à une application linéaire? La première colonne, qu'est-ce que c'est? On avait dit on prend U de E1, on le met en colonne. U de E2, on le met en colonne, etc. U de E1, on le met en colonne. Donc, si U de E1, En est une base, ça veut dire que U de E1, U de En sont au moins linéairement indépendants. Et U de E1, U de En, c'est les vecteurs colonnes de la matrice A. Donc, X1, Xn sont linéairement indépendants. Donc, dire qu'une matrice est inversible, il faut le retenir. Ça revient à dire que ces vecteurs colonnes sont Li. Ça revient aussi, on le verra, que le rang est n. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui. Allô? Oui. oui. Oui, monsieur. C'est bon? Monsieur, Oui, oui, oui. عندنا pour en ligne à 2 heures. معليش نكملوا حصة واحدة أخرى. Ah, j'ai presque terminé à 2 heures. Donc, vous m'avez Oui. pas dit au départ. J'ai terminé le cours. Après, j'ai terminé juste rapide. Donc, une matrice est inversible. Si on a deux matrices inversibles, comme on a fait dans le S1, l'inverse d'un produit, c'est pas A-1, B-1, c'est B-1, A-1. Donc, ce qui va nous rester, normalement, on a terminé le rang d'une matrice. On pourra voir une séance samedi. Allô? Samedi, on a cours en ligne. Il est quelle heure maintenant? Il est 2 heures, c'est ça? À quelle heure vous avez votre cours maintenant? 2h10. Maintenant, je Ah ouais. D'accord, un cours de quoi? Algo? OPM. 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 OPDOC. Ok. Et après, qu'est-ce que vous avez?
On a de, Monsieur, on a P2, Alpha, on a quoi? TDOPM après TDOPM. Non, allez, il me Ah non, reste P2, pas P2. beaucoup, Yannick. Est-ce qu'on peut terminer aujourd'hui quand vous terminerez le cours? Est-ce que je peux revenir une demi-heure après, moi, pour 4, 5, avant le Maghreb? Allô? Mademoiselle Smail, qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous terminerez votre cours de PM, vous pouvez prendre une demi-heure de plus ou vous serez KO? Non, monsieur, c'est normal. Je pense pas que c'est possible aujourd'hui, monsieur. D'accord, J'ai d'accord. j'ai d'autres trucs à faire, Ok. personnellement. Et, monsieur, et sinon, est-ce qu'on pourra faire ça une autre fois? Il nous reste quelque chose de délicat, le changement de base, je préfère le faire ici. Maintenant, il y a une chose importante, c'est le rang d'une matrice. Rappelez-vous, on avait parlé d'un rang d'un système de vecteurs, comment le calculer avec l'échelonnement. On avait parlé de rang d'une matrice, d'une application linéaire, avec le théorème du rang. Et là, c'était là, on s'était arrêté, c'est bien ça. J'ai dit que le rang d'une matrice est lié au rang d'une application linéaire et au rang d'un système de vecteurs. Alors, qu'est-ce que c'est? On se donne une matrice carrée d'ordre n, un coefficient dans un corps K, et une application linéaire associée à cette matrice A qu'on va appeler U. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va être le rang de A? Eh bien, ça va être exactement le rang de l'application linéaire associée. Et le rang de l'application linéaire, on l'avait défini, vous vous rappelez? Qui peut me dire qu'est-ce que c'était? Mademoiselle Smail, rappelez le rang d'une application linéaire, c'était quoi? On l'a vu en cours. Hein? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? J'ai dit que c'était le rang d'une application linéaire, parce que là, je vous ai défini le rang d'une matrice comme étant le rang d'une application linéaire. Là, je n'ai pas dit ce que c'est parce qu'on l'a déjà vu. On sait ce que c'est que le rang d'une application linéaire. Donc, celui qui sait, c'est bon, il le sait. Celui qui ne sait pas, il faudra le lui rappeler. On a parlé du rang d'un système de vecteurs, le rang d'une application linéaire. Et là, on parle de rang d'une matrice. Je dis que c'est le rang de U. C'est quoi le rang de U? monsieur, vous pouvez repartager l'écran. Ok, d'accord. Où est-ce qu'il est? Alors, où est-ce qu'il est? Il est arrivé. Il est partagé. Oui. Allô? Oui, c'est bon. Alors, je dis que le rang d'une matrice, par définition, c'est le rang de l'application linéaire associée. Et le rang d'une application linéaire, on a déjà vu ça. Alors, qui peut me rappeler qu'est-ce que c'est? À travers l'échelonnage, monsieur. Hein? Comment? C'est à travers l'échelonnage, l'échelonnement, je veux dire. Oui, 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 mais qu'est-ce que c'est? Il faut Le d'abord nombre, savoir. L'échelonnement, c'est un système de calcul. Là, on l'a vu pour un système de vecteurs, mais on a vu qu'est-ce que c'était le rang d'une application linéaire. Qui peut se rappeler? C'est le Ou bien nombre si des vous avez familles. le nombre des familles. Des Oui. familles. On l'a vu de manière plus précise. On avait dit que c'est la dimension du noyau. Non, non, pardon, c'est pas la différence entre eux et le noyau, c'est la dimension de l'image. On avait appelé rang de U comme étant la dimension de im de U. Est-ce que vous vous rappelez? Et on a dit que cette dimension de im de U, c'était la dimension de E moins la dimension de Ker de U. Vous vous rappelez? Donc, le rang d'une application linéaire, c'est la dimension de l'image. OK. J'avais appelé range en anglais une fois, je vous ai posé la question. Et dans la pratique, c'est la même chose que le rang d'un système de vecteurs. En réalité, donc, vous voyez, une matrice A est donnée par ces vecteurs colonnes, x1, x2, etc. jusqu'à xn. Donc, le rang, ça va être le nombre maximum de vecteurs LI extraits de ces colonnes-là. D'accord? Donc, c'est le nombre maximum de vecteurs LI parmi les vecteurs x1, x2, xn. C'est ça le rang de la matrice. Alors, on obtient facilement le résultat suivant. Une matrice A carré d'ordre n est inversible si elle est le rang maximum, c'est-à-dire si elle est le rang n. D'accord? La dimension, la taille de la matrice.
C'est facile à voir parce que dans ce cas-là, l'application linéaire associée, eh bien, elle va être surjective. Parce que si la dimension de l'image, c'est n, le rang, on a dit le rang de U, c'est quoi? C'est la dimension de im de U. Si la dimension de im de U, c'est égal à n, donc c'est égal à l'arrivée, et donc la dimension de l'image est égale à la dimension de l'espace d'arrivée, donc l'image est égale à l'espace d'arrivée, donc l'application est surjective. Et puis, le noyau aussi, il va être dimension 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la dimension de l'image, d'après le théorème du rang, c'était la dimension de E moins la dimension, le rang était la dimension de E moins la dimension du Kerr. Donc la dimension du Kerr, c'est la dimension de E moins la dimension de l'image. Si la dimension de E, c'est n, la dimension de l'image, c'est m. Donc la dimension du Kerr, c'est n moins n, c'est-à-dire 0. Donc le Kerr est réduit à 0. Si le noyau est réduit à 0, ça veut dire que l'application est injective. Donc si elle est injective et surjective, ça veut dire que c'est un isomorphisme. Donc l'application linéaire associée à la matrice A va être bijective et donc ça revient à dire que la matrice est inversible. Donc dire qu'une matrice est inversible ou elle est de rang n, c'est équivalent. OK. Voilà, donc en gros. Maintenant, la notion de changement de base, elle est un peu délicate. Je vais l'expliquer. Je ne vais pas prendre juste 2 ou 3 minutes. Je vais l'expliquer en présentiel. Mais je dirais, en gros, on va définir ce qu'on appelle matrice de passage. Ce qu'on va appeler matrice de passage, c'est que quand on a une ancienne base et on change de base, B' dans l'espace vectoriel, les composantes des vecteurs, des nouveaux vecteurs dans l'ancienne base, si je les mets en colonne, ça forme une matrice. On l'appelle la matrice de passage de la base B à la base B'. Voilà donc qu'est-ce que c'est que la matrice de passage. Et on voit facilement qu'une matrice de passage est inversible. Pourquoi? Parce que les vecteurs colonnes sont LI. Les vecteurs colonnes de la matrice, parce que E'1, E', c'est une base. Donc, si je les mets en colonne, ils sont linéairement indépendants. Donc, les vecteurs colonnes sont linéairement indépendants. D'après le théorème précédent, donc les vecteurs colonnes sont LI, donc la matrice est inversible. Donc, toute matrice de passage est inversible. Maintenant, on peut interpréter une matrice de passage comme étant une matrice, c'est ça qui est délicat, à l'identité qui est linéaire, et avec un choix de base inversé. Avec un choix de base inversé de la manière suivante. Regardez, si je considère l'identité de E muni de B' dans E muni de B, j'inverse les bases. Eh bien, on peut voir que la matrice de passage de B vers B' s'interprète comme la matrice associée à l'identité avec ce choix de base inversé. Et dans ce cas-là, on va obtenir un diagramme qui est commutatif et on a une formule qui est bien connue, c'est des choses qui viennent à l'examen, c'est que la nouvelle matrice, c'est toujours S-1 AP. Avec S, c'est la matrice de passage de C à C', et P, la matrice de passage de B à B'. J'expliquerai de plus en détail en présentiel, mais qu'est-ce que ça veut dire ce théorème-là? Ça veut dire en fait, c'est le problème suivant qui est posé. Regardez, on a une application linéaire entre deux espaces vectoriels E et F, et on a une matrice. Imaginez que on change de base. On change de base pour l'espace vectoriel E, on lui met une base B'. Et on change de base pour l'espace vectoriel F, et on lui met une base C'. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, on vous entend. D'accord. Donc, on change de base. Il y a un problème qui se pose, c'est le suivant. Le problème est que, étant donné qu'on connaît la matrice A dans les mêmes espaces vectoriels E et F avec des bases données, que se passerait-il, ou bien quelle serait la nouvelle matrice, ici qu'on a appelée A', dans les mêmes espaces vectoriels E et F, mais avec des bases changées. C'est pour ça qu'on appelle changement de base. Ça, c'est un problème important dans les valeurs propres, etc. Vous le ferez l'année prochaine, surtout quand on a une matrice ici compliquée, qui n'a pas beaucoup de zéros, et on change de base de manière à avoir beaucoup de zéros dans la matrice A'. Il y a un moyen de la calculer avec cette formule.
La formule connue quand on est en matrice carrée, c'est P-1 AP. Mais ici, le théorème est plus général. On n'est pas obligé d'être dans le cas carré. Donc, on met S-1 AP. On verra plus en détail. Donc, ce théorème, il permet de trouver la matrice d'une application linéaire en changeant de base aux espaces vectoriels. Elle est obtenue par cette formule. Voilà, j'insisterai en détail. Et puis, bon, les matrices équivalentes, on dira qu'elles sont équivalentes si on peut passer de l'une à l'autre par une matrice inversible. Donc, il existe une matrice inversible S. Normalement, P, ce n'est pas la peine de mettre S dans le cas carré. S'il existe une matrice P inversible telle que B égale P-1 AP, on dira que A est équivalent à B parce que vous pouvez vérifier facilement que cette relation elle est d'équivalence. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que c'est la transposée d'une matrice? C'est rien du tout, sauf que d'intervertir les lignes et les colonnes. Si j'ai une matrice comme ça, AIJ, si je mets les lignes et je les rends en colonne, on appelle ça la transposée. C'est-à-dire la transposée de la matrice A, c'est tout simplement AJI. Les lignes deviennent des colonnes. Et on a un certain nombre de propriétés, c'est-à-dire la transposée du somme, c'est la somme des transposés. La transposée d'un produit, c'est le produit des transposés, mais attention, dans le sens inverse, comme pour A-B-1. Et la transposée de A-1, c'est l'inverse de la transposée. Voilà, donc ce qui termine le chapitre sur les matrices. Ensuite, il y a, je vous dis, les systèmes linéaires. Donc, on verra après. Après, là, je pense que puisque vous avez un cours dans une demi-heure, vous devez être un peu fatigué, vous voulez vous reposer. Pourtant, c'est ce cours-là que je voulais faire parce que c'est algorithmique, il n'est pas difficile. Alors, vous êtes fatigué, on continue, il vaut mieux arrêter. Qu'est-ce que Oui. vous en pensez? On arrête? Non, c'est bon. Arrêtez, monsieur. D'accord, c'est déjà bien. Donc, les choses que vous n'avez pas compris, je vais expliquer en présentiel. Et puis, je vais vous envoyer le PDF de ces grilles que j'ai fait et peut-être aussi même certains autres fichiers. On verra. Apparemment, l'arrêt de cours, c'est le 31 avril. Hein? C'est ça? Allô? Le 30 avril, monsieur. Le 30 avril, oui. Il reste pas grand-chose. Hein? Oh là là. Mais de toute façon, pour l'examen, pour moi, il ne faut pas vous inquiéter. Déjà, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on peut concevoir quelque chose. Et je vous enverrai aussi les séries d'exercices. Il y a 2 qui restent. Je vais les rassembler en une seule et je vais vous l'envoyer incessamment. Voilà, donc il y a des questions. Voilà en gros qu'est-ce que c'est. Si vous avez Voilà. Mmh.